Bertrand Burgalat, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Très volontiers, je m'appelle Bertrand Burgalat, j'ai 52 ans et je suis musicien. Au fond, j'ai entendu parler de vous, j'ai écouté vos musiques, je vous ai entendu chanter. Quelle est votre place dans l'univers de la variété française? C'est une place assez marginale parce que je ne me définirais pas moi-même comme un chanteur. Il m'arrive de chanter dans des disques, mais c'est souvent par défaut. C'est-à-dire que souvent il s'agit de chansons que je peux avoir proposées à d'autres ou que j'aurais aimé faire interpréter par d'autres interprètes. Et puis parfois, le seul moyen que ça arrive parfois, mais aussi d'autres chansons, le seul moyen qu'elles existent, finalement, c'est que je les chante moi-même, parce que souvent, il m'est arrivé de les chanter pour faire la maquette, pour les faire écouter. Donc je me sens... Moi, ce qui m'intéresse à travers la musique, c'est de faire des disques, je dirais par tous les moyens, mais l'aspect interprète m'intimide parce que je trouve que il y a un côté théâtral, il y a un côté scénique et je ne me sens pas assez bien dans ma peau. On vient de voir David Bowie vient de mourir et pour moi c'est justement tout à fait l'inverse parce que Bowie c'est quelqu'un qui avait à la fois cet aspect scénique, cet aspect interprète et ce qui n'existait pas avant, qui était aussi le créateur, puisqu'avant les interprètes chantaient les chansons d'autres. Mais à partir des Beatles, on a vu des gens qui écrivaient leurs propres chansons, mais souvent en groupe, et lui faisait tout en une seule personne. Et moi, je n'ai pas du tout ce talent-là. Vous êtes seulement compositeur ou aussi parolier? Ça m'est arrivé d'écrire des paroles, mais bizarrement plutôt pour les autres. Mais je suis d'abord compositeur. Et je suis très inhibé, alors j'ai beaucoup de mal à écrire des textes pour moi. Parce que je dois m'empêcher, je dois avoir l'impression, si j'écris des paroles que je vais interpréter, j'aurai l'impression d'être indécent, de parler trop de moi, alors que si j'interprète le texte de quelqu'un d'autre, j'ai pas du tout ce souci-là, j'ai pas du tout l'impression j'ai l'impression d'être vraiment un interprète à ce moment-là du texte de quelqu'un d'autre et d'essayer de lui rendre justice. À écouter vos musiques, j'ai l'impression que vous êtes un compositeur de musique savante et que parfois vous fuyez la ritournelle. Est-ce que je me trompe? Ce qui se passe, c'est que j'essaie de faire c'est très présomptueux, mais je trouve qu'il faut essayer de faire les disques qu'on aimerait entendre. Et comme on est dans une période un peu de rétrécissement harmonique, je parle des musiques populaires où progressivement on a supprimé le pont, c'est-à-dire un peu la troisième partie vers le milieu de la chanson qui était un peu différente. Et toutes les chansons n'étaient pas construites comme ça, mais souvent les chansons étaient construites, il y avait une introduction, le couplet, refrain, deuxième couplet, deuxième refrain, et puis une troisième partie, le pont, et puis on revenait soit au couplet, soit à la fin. Le pont a progressivement disparu, mais le refrain aussi. Et on peut faire des chansons absolument sublimes avec juste un accord, mais je trouve qu'actuellement, peut-être qu'il y a un systématisme dans ce sens d'un rétrécissement harmonique qui fait qu'il y a un jeu chez moi parfois, et peut-être que je l'ai trop poussé, qui est d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus imprévisible, mais qui ait l'air parfaitement normal. Donc je ne veux pas du tout faire une espèce de démonstration savante, parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est ce qu'on va exprimer, et donc il faut essayer de garder une certaine fluidité. Mais ce n'est pas dire, regardez cette suite d'accords comme elle est intéressante. Il faut que, s'il y a une suite d'accords qui est un peu différente, il faut qu'elle passe justement comme une lettre à la poste, comme si c'était tout à fait normal. Et ça, c'est vrai que je me suis un peu amusé à faire ça, mais j'ai tendance à maintenant, peut-être à essayer, en tout cas, chaque fois que je fais, qu'il m'arrive de faire de nouveaux projets pour moi ou personnels, mon énergie, j'essaie de la mettre dans le sens d'une plus grande, et j'essaie d'être plus clair et plus concis. J'ai pu l'être. Parfois, j'avais tendance à faire des albums qui étaient un peu comme des labyrinthes, parce que, en tant qu'auditeur, j'aimais ça. C'est-à-dire, j'aime pouvoir réécouter un album et découvrir des choses. Mais ça peut le rendre un peu difficile d'accès, mais c'est pas une volonté. L'obsession, pour vous, ça n'est pas que l'auditeur retienne une mélodie? Non. Non, dans la mesure où moi, mon obsession, quand je fais un disque, c'est simplement d'essayer
d'être le plus fidèle à ce qu'on veut exprimer. Que ce soit moi en tant que compositeur ou en tant que producteur des disques des autres. Je trouve que ce qui est important, c'est ça. Et en revanche, toute forme de calcul, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit dans un sens snob, en disant je vais vous montrer que je chante très bien ou que je compose de telle manière, ou le calcul, le public ne va pas suivre, ne va pas aimer, moi je suis assez réticent parce que je trouve que justement, si on prend les grands succès, d'abord il y a eu des succès qui étaient totalement imprévisibles de ce point de vue-là, avec des constructions, des structures qui étaient totalement hors normes, avec des mélodies qui n'étaient pas forcément faciles à chanter. Mais je trouve que, en général, tout de même, ce qui fait qu'une musique peut être appréciée, c'est quand même qu'il y a une forme de sincérité des personnes qui la font. Et quelle que soit cette musique, je pense que si on a une chance à un moment que ce qu'on essaie de dire peut être compris, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais en tout cas, je pense qu'on a plus de chance si on est sincère. Et comme de toute façon, aujourd'hui, encore plus qu'avant, la musique, elle se diffuse quand même avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire qu'on a une telle somme d'informations, mais c'est comme pour tout, que finalement il y a une forme d'indifférence. Vous voyez, je viens de vous parler de David Bowie. Il a sorti le premier morceau de son album en novembre. Quand je l'ai écouté, j'ai trouvé merveilleux, absolument visionnaire, ne ressemblant à rien. Je regarde sur YouTube, il y avait à l'époque 1,5 million de vues. Mais moi, je serais ravi d'avoir 1,5 million de vues sur YouTube. Mais David Bowie, il y a 30 ans, il aurait eu, le premier week-end, il aurait eu plus d'1,5 million d'achats, pas de vues. Donc, au bout d'un moment, avant de mourir, il était à 6 millions de vues. Mais il y a des gens qui font... il y a des chats qui jouent du piano sur YouTube qui font 200 millions de vues. Donc, ça montre qu'il y a quand même une forme d'indifférence, c'est-à-dire y compris à des choses quand même assez merveilleuses comme ce qu'avait fait Bowie. Mais c'est pas du tout... Donc, si Bowie fait 6 millions de vues, je suis très heureux d'en faire 60 000 dans les descentes. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que comme aujourd'hui la musique se répand assez difficilement, de toute façon, un disque ou une musique, il y a beaucoup plus de chances quand on fait quelque chose que ça ne remporte pas un grand succès, que ça connaisse ce succès. Parce que de toute façon, c'est un peu comme au football. Le championnat de France, il n'y aura qu'un vainqueur. Donc toutes les semaines, en tête des ventes, il n'y a qu'un disque. Mais c'est pas grave si on a fait ce qu'on aimait. Vous opposeriez le succès commercial à la création authentique? Ah, pas du tout. Et je trouve que si je prends moi les musiques qui m'ont influencé, qui m'ont épaté, il y a des choses qui n'ont connu aucun succès, ou des succès tardifs, mais il y a des choses qui ont été des succès splendides. Et ces disques-là, pour moi, ils ont toujours été, même si je ne suis jamais parvenu justement peut-être à ces succès-là, mais pour moi, ils sont toujours un encouragement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de voir quelque chose, justement, où on sent que les gens essaient de faire les choses bien et d'être sincères avec eux-mêmes. Et quand on voit que ça peut être partagé par d'autres personnes, je trouve, quelle que soit la musique, pour moi, c'est un grand encouragement. Et moi, je ne considère pas que parce que quelque chose n'a pas de succès, ça ne veut pas du tout dire que c'est de qualité et vice-versa. En tout cas, je suis très... je dirais que j'ai un grand respect pour ce qu'on appelle le grand public. Parce que ce qu'on appelle en réalité le grand public, ce sont des auditeurs qui réagissent d'une façon instinctive et pour lesquels le statut social n'a aucune importance. Et je pense que la musique, comme d'autres choses aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, il y a une notion de statut social. On va écouter telle ou telle chose parce qu'on sent, parfois on peut écouter parce qu'on aime vraiment, et il y a des choses, il y a des disques qu'on a envie d'aimer. Et le marketing sert aussi à ça, parce qu'on se dit on est plus intelligent. C'est un marqueur social aussi, la musique. Et cet aspect-là, moi, me déplaît. Et je trouve que de ce point de vue-là, le grand public, d'ailleurs, qui est beaucoup plus fidèle, on le voit, les succès un peu dits de qualité aujourd'hui, ils se répètent très rarement. Parce que je pense que dans ces cas-là, souvent,
admettons que demain je connaisse, ce qui est tout à fait improbable, que tout d'un coup un de mes disques, par je ne sais pas quel miracle, passe le cap d'un public plus large. Je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que le disque suivant revienne exactement où j'en étais avant. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps aujourd'hui, sauf pour les artistes très grand public. Il m'est arrivé de travailler avec quelques-uns comme Marc Lavoine ou Christophe Willem, mais quelqu'un comme Marc Lavoine a un public, bien sûr, il y a des disques qui vendent plus que d'autres, etc. Mais moi, j'ai été tout à fait épaté parce que j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui était très respectueux de son public, justement, quand on est en concert, etc. Ce qu'il faisait était... Et je trouve que c'est une responsabilité, un artiste grand public. Je trouve qu'il a une responsabilité parce qu'il y a des gens pour lesquels le prix du billet va avoir peut-être plus d'importance que pour d'autres. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, moi, je trouve... voilà, j'ai aucun dédain pour ce qu'on appelle le grand public, au contraire. Si vous en aviez envie, est-ce que vous pourriez commander des tubes, ce qu'on appelle aujourd'hui sur commande? Parce que je me souviens d'une conversation avec quelqu'un qui s'était moqué de moi. Je lui avais dit, mais si c'est si facile à faire, fais-le. Est-ce que c'est si facile à faire une musique qu'on retient absolument, peut-être un peu vulgaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'il y a quand même le moment où une musique apparaît est très important. Donc, moi, chaque fois que j'ai fait enfin, il m'arrive très souvent de faire un morceau et de me dire, mais pour moi, un tube, ce qu'on devrait écouter à la radio, c'est ça. Évidemment, ça ne correspond jamais à ce qu'on veut entendre à ce moment-là. Je me suis toujours retrouvé avec ça en porte-à-faux. Mais un tube idéalisé, un tube intemporel, ça peut être le cas. Mais aujourd'hui, ce qui fait que ça va franchir le cap, par exemple, des FM, des radios, il y a des choses, d'abord, même la plupart des grands succès, comment dire, s'il suffisait qu'une musique soit absolument... je pense qu'il y a vraiment des tubes indiscutables, mais il y en a très peu. Et à mon avis, de moins en moins. Le dernier, moi, que j'ai écouté, qui m'a époustouflé comme ça, c'était ce morceau de Pharrell Williams, Happy. Mais c'est étrange, parce que j'ai trouvé à la fois très beau, très pur, très simple. Il était sorti 2 ans avant de marcher. C'était une musique qu'il avait fait pour un dessin animé, je crois, qui n'avait pas du tout... Enfin, le dessin animé a dû marcher, mais la musique... Donc, il faut une forme de conditionnement quand même. Et à certains moments, il y a des morceaux qui, tout d'un coup, qui vont... je ne sais pas, il y a une étincelle qui va se produire. Mais en tout cas, s'il suffisait... Par exemple, s'il suffisait de viser bas pour que ça marche, oui, il y aurait beaucoup de milliardaires du disque. Peut-être que j'en serais un aussi. Mais je ne crois pas qu'il faille... Voilà, moi j'essaye de faire ce que j'aimerais écouter à la radio. Mais ce que j'aimerais écouter à la radio est rarement ce qui passe. Comment composez-vous, Bertrand Burgalat? Souvent au piano. En fait, pour ne pas être toujours... J'ai l'impression, je suis à un moment en plus où j'ai l'impression d'avoir un système qui est trop bien huilé et que j'essaie de changer, justement. Alors parfois au piano... quand j'improvise, je joue les accords avec la main droite et la mélodie avec la main gauche. Comme ma main gauche est moins agile, je suis moins dans les mêmes gammes. J'essaie un peu de changer, où je mets une main complètement au hasard sur le clavier et à partir de là, je brode. Mais quand j'improvise comme ça, j'essaie un peu de casser parce qu'autrement, quel que soit l'instrument, on a tendance à commencer toujours, on a des points de repère. Quand on improvise, on joue toujours un peu les mêmes gammes. Donc j'essaie un peu de briser ça. Mais il m'arrive soit je fais des musiques et ensuite on fait des paroles, et soit je travaille à partir des paroles. En général, quand je pars du texte, ce que je fais est sûrement plus concis, plus mélodique. Parce que je trouve que quand je vois des paroles de chansons, souvent, ça va. Si ça m'inspire, s'il y a des mots qui m'inspirent, c'est assez rapide parce que pour moi, il y a une forme de mélodie naturelle presque dans le texte qui me vient. Ce qui m'arrive aussi, quand j'essaye. Il m'arrive par exemple d'avoir une base de musique et puis d'essayer des paroles dessus. Et si j'improvise la mélodie, par exemple, en chantant, à ce moment-là, je fais très attention
même si je l'enregistre avec du matériel provisoire, enfin même si je ne suis pas en studio, je fais une seule prise. Parce que j'aime bien que la mélodie, qu'il y ait une dissymétrie, que je ne fasse pas exactement la même chose, la même mélodie d'un couplet à l'autre. Et si je le fais en une prise, en improvisant, je vais avoir cette espèce de dissymétrie. Parce qu'autrement, une fois qu'on commence à avoir la mélodie en tête, on a trouvé une mélodie, on l'a en tête, on va la répéter exactement de la même façon à chaque fois. Et souvent, quand on improvise, il y a encore des petites fluctuations. Donc, j'essaye toujours en studio, à la fois de garder une forme de spontanéité, de ne pas perdre, chaque fois que j'améliore quelque chose, j'essaie de me dire, il faut que je fasse attention, de ne pas perdre la fraîcheur de ce qu'il y avait au départ. Donc il faut à la fois perfectionner ce qu'on avait, disons, l'ébauche, mais souvent il y a des choses dans les premières prises, dans les choses qui peuvent être, qui ne sont pas parfaites techniquement, mais qui ont du charme. Donc après, j'essaie de ne pas perdre ce qu'il y avait au départ, parce que en retravaillant, on peut aussi perdre, plus on perfectionne la chanson, plus elle peut perdre un peu de son âme. Julien Clerc m'a dit un jour que pour cette chanson qu'il a offerte à Maxime Le Forestier, ce petit air-là, il l'avait composé en 10 minutes, la musique. Ça vous est arrivé de composer si rapidement? Ah oui, mais enfin, ça me paraît, en plus, Julien Clerc, moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, ça m'étonne pas du tout, parce qu'il y a des moments où les choses peuvent être extrêmement fluides. Et c'est vrai qu'aussi, il y a des morceaux où il m'est arrivé de passer beaucoup de temps sur un morceau, parce que c'est comme il y a un moment, c'est un peu comme une grille de mots croisés ou un puzzle. On se dit, il faut que j'arrive à retomber sur mes pattes, mais les choses peuvent être assez rapides. C'est Gainsbourg, je crois, qui disait, il faisait comme le peintre japonais qui regarde une fleur pendant 30 ans et qui la peint après en 10 secondes. Mais ça peut exister. Et c'est vrai que quand on fait les choses comme ça, il y a une espèce d'énergie où les choses peuvent se faire d'une façon très rapide. Et ça peut être parfois très lent. Moi, je trouve que tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que moi, étant toujours quand même donc, un peu en marge, c'est assez navrant, hein. C'est-à-dire que parfois c'est drôle parce que j'ai des amis qui me le reprochent comme si ça me faisait plaisir, alors que ça me gêne beaucoup. Ça me gêne aussi vis-à-vis des gens qui travaillent avec moi. J'aimerais pouvoir les payer mieux, et j'aimerais aussi rendre la monnaie de leur pièce à tous les gens qui apprécient ce qu'on peut faire, qui me font confiance, qui ont défendu ce que je faisais. Donc ça ne m'amuse pas du tout, mais en revanche je trouve que le bon côté, c'est que je ne suis pas prisonnier du succès, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de répéter une recette. Donc là par exemple je suis en train de penser à faire un nouvel album, et en même temps je ne suis pas perdu, mais c'est la première fois jusque-là, j'étais frustré parfois de ne pas avoir les moyens, la possibilité de les faire plus vite à tel moment, etc. Mais là actuellement, je ne suis pas découragé, mais je me dis, je veux faire un nouvel album, mais pourquoi? Donc il faut se poser. Donc ça m'oblige aussi à me poser des questions, parce que quelqu'un qui a du succès, il sait pourquoi il va faire un nouvel album. Tout le monde lui dit, les magazines, il passe à la FNAC, on lui dit, dedans, là, il faut que vous sortiez un nouveau disque. Moi, personne ne me dit ça. Et je suis mon propre patron. Donc il faut que j'arrive à me motiver. Et pour me motiver, il faut que j'arrive à avoir l'impression de ne pas refaire ce que j'ai fait. Mais pas refaire, pour moi, ça ne signifie pas partir aux antipodes et rencontrer des nouveaux musiciens, parce que c'est un peu comme quand on change de ville, parce je sais pas, il y a plein de choses qui m'énervent à Paris, mais si je quitte Paris parce que ça m'énerve, j'irai dans une autre ville et je trouverai d'autres choses qui m'énervent. Je ne crois pas que ça soit Paris, c'est moi, face à moi. Donc je me force à chaque fois, d'une certaine façon, à utiliser un peu la même palette sonore, les mêmes ingrédients, aussi par amitié et parce que c'est des musiciens formidables. Je travaille généralement avec les mêmes musiciens, mais ça m'oblige du coup à faire un travail qui est plus intérieur, qui n'est pas cosmétique, qui n'est pas juste de se dire la dernière fois j'ai fait du reggae, cette fois-ci je vais faire. Donc c'est plus compliqué. Et en plus avec cette pression qui est que à chaque fois pour moi faire un nouveau disque, il faut que je sorte de l'argent et pour un résultat qui est quand même très hypothétique. Je suis sûr que vous avez une grande culture musicale, Bertrand Burgalat. Est-ce que pour un compositeur, c'est paradoxalement un désavantage ou une chance?
En tout cas, moi j'aime la musique. Quand je dis j'aime la musique, c'est pas le côté éclectique, j'aime tout, mais je trouve que, en particulier la musique du XXe siècle, je crois que j'aime surtout la musique du XXe siècle parce que je trouve que c'est le siècle pour lequel en musique il s'est passé le plus de choses absolument incroyables. Je ne vois pas un autre domaine où en 100 ans il s'est passé autant de choses différentes dans tous les styles musicaux. Et rien ne me fait plus plaisir que de croire que tel style de musique ou tel artiste que je crois ne pas aimer, de trouver des choses que j'aime. Donc j'ai un plaisir d'auditeur à travers la musique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut être... La difficulté des influences, c'est qu'elles peuvent être très inhibantes. Souvent, je suis très envieux, j'ai un bagage musical qui est un peu mixte, c'est-à-dire que j'ai eu une formation classique, mais très bâclée, et très vite, j'ai continué par moi-même, et parce que aussi, je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuyais dans le conservatoire, mais il y a un côté... disons que je comprenais l'alphabet, mais de la même façon que j'écris sans connaître la grammaire, la théorie musicale, qui est la grammaire, qui est de dire, voilà, là il faut mettre tel type d'accord avec tel, et puis il faut faire une résolution comme ça. Enfin, il y a toute une espèce de mathématique qui est tout à fait valable, mais comme les mathématiques, que j'arrive absolument pas à saisir. Et donc je fais les choses d'une façon plus ou moins instinctive, et j'ai beaucoup d'admiration quand je vois les premiers prix de conservatoire. Je me dis, mais ils ont un bagage, ils peuvent tout faire. Et alors il y a une petite justice, c'est que parfois j'entends ce qu'ils font après, pas tous, hein, mais souvent je me dis mais c'est terrible parce qu'ils pourraient tout faire, mais ils font pas tout parce qu'on leur a tellement appris justement par l'analyse musicale à décortiquer les œuvres que le danger, donc ils ne me guettent pas moi qui suis beaucoup plus ignare, mais je pense que le danger de l'analyse musicale en musique classique, c'est qu'il y a des musiciens qui ont une formation absolument incroyable, mais qui sont finalement comme si des grammairiens disaient je vais écrire un roman. Bon, alors je vais mettre quoi comme article d'abord? Après, je vais mettre un verbe, un complément. Et donc, ils sont prisonniers. Et souvent, et je pense que c'est pour ça que les grands musiciens de musique de film qui ont ce bagage-là, c'est ceux justement qui ont réussi à s'extraire de ça, c'est-à-dire qui ont ces connaissances-là, mais qui les ont tellement qu'ils en ont fait abstraction. J'ai parfois l'impression, mais je suis très profane dans ce domaine, que vous aurez un parcours, j'allais dire, de symphoniste. Par moments, je me dis que vous êtes tenté par des œuvres plus amples, plus vastes. Si j'osais, je dirais que vous me semblez correspondre, par exemple, à ce qu'a voulu faire un William Sheller ou d'autres, un McCartney, à une certaine époque, avec un opéra. Est-ce que je me trompe ? Vous vous trompez peut-être, parce que je suis beaucoup trop intimidé par... D'abord, je ne connais pas les règles. Il y a des années, je me disais justement, j'avais l'impression d'avoir un système trop bien huilé, et je voulais un peu donc changer un peu ma façon de faire. Je m'étais inscrit à Schola Cantorum. Et j'étais allé voir un professeur de composition, et qui me disait la même chose que vous me disiez. Il avait écouté mes musiques de films, et il me disait, mais vous devriez écrire une symphonie, des choses. Et moi, le truc, c'est que je connais pas la règle du jeu, c'est-à-dire que je sais qu'il y a tout un tas de formes, la fugue, des choses. Par exemple, c'était assez drôle, parce qu'il m'avait montré, il y avait une musique pour un film où j'avais fait un morceau que j'ai appelé la fugue, parce que dans le film, l'héroïne fuguait. Il m'a dit, mais c'est drôle, vous avez fait une fugue pour ce morceau. Mais je ne savais pas du tout. Je l'ai fait d'une façon complètement inconsciente. Donc, cet aspect-là, j'aimerais beaucoup, mais ça m'intimide énormément. Mais ce qu'a fait, par exemple, William, moi, je trouve que dans la chanson française, des artistes comme William Sheller, c'est des gens qui ont réussi à la fois à mettre la barre très haut, et en même temps à faire des choses qui pouvaient être, dont beaucoup de gens se souviennent. Donc vous n'imaginez pas pouvoir faire cela? Ça m'intimide. Mais ça ne veut pas dire... Mais quand je dis que ça m'intimide, en général, les choses qui m'intimident, j'ai tendance à essayer de les faire. Donc ça ne me paraît pas impossible, mais j'aurais peur... J'ai une chance actuellement, c'est que d'une certaine façon, la plupart des musiques de films que je fais, je dispose de très peu de moyens pour les faire. Et le bon côté, c'est que ça m'évite de tomber dans le sous-musique classique. Et je trouve que
il y a une tentation parfois, c'est de prendre un orchestre symphonique justement et de faire de la musique classique en moins bien. Et ça me fait un peu peur. Mais moi après, je m'interdis rien, je me dis qu'est-ce que j'aimerais entendre. Et donc si ça prend une forme très ample, moi j'en serais ravi. Mais ça me fait, disons que plus j'écoute de musique, plus je progresse, et plus j'ai de complexes d'une certaine façon. Ce qui était pas, j'étais beaucoup plus, j'y pensais pas du tout il y a 15-20 ans, mais aujourd'hui, justement les grands compositeurs par exemple de musique de film m'intimident énormément. Je me dis mais je sais pas, mon épouse a fait les costumes des parapluies de Cherbourg au Châtelet, où Michel Legrand dirigeait l'orchestre sur scène. Je voyais ce qu'il faisait, j'ai l'impression que c'est pas, voilà, c'est un autre monde pour moi. C'est-à-dire je suis époustouflé. Et je me vois pas du tout avoir la capacité de faire une chose pareille. Comment jugez-vous l'univers de la variété en général, commercialement, éthiquement? Est-ce que c'est un monde gangrené ou est-ce que c'est un monde entre exemplarité et putridité, si j'ose ce terme un peu vulgaire? Alors, moi, quand je suis rentré dans le milieu de la musique, je connaissais personne, bizarrement. Ma mère a été premier prix de conservatoire, elle avait même 3, il y avait des chanteurs d'opéra dans sa famille. Mais dès qu'elle s'est mariée, elle avait complètement laissé tomber tout ça, elle ne m'en parlait pas du tout. Je me suis beaucoup plus rendu compte que ça avait été une très grande chanteuse à sa mort que jusque-là. Donc je connaissais absolument personne. Et j'avais à peu près les mêmes a priori. Et c'est une industrie qui me paraissait extrêmement difficile d'accès, surtout quand on est un provincial, on est à Paris, on ne sait pas trop. Et je pense qu'on est nombreux à penser ça. Et je pense finalement, peut-être parce que j'ai connu d'autres milieux, que c'est un milieu qui n'est ni pire ni meilleur qu'un autre, et dans lequel on peut trouver des gens avec lesquels on a des affinités, d'autres avec lesquels on en a moins, et d'autres avec qui vraiment qu'on n'aime pas du tout. Je dirais quand même comme le cinéma, sur le côté un peu bien-pensant, par exemple, de cette industrie, en général, plus la bien-pensance est affichée, effectivement, moins socialement il y a de concrétisation. Donc je ne suis pas certain le monde dans lequel on vit serait régi comme se comportent certains producteurs de cinéma ou du showbiz. Je ne crois pas que le monde serait meilleur. Au contraire, ça serait un monde assez sauvage. Mais il y a ce qui est étonnant, c'est que, comme partout, les gens les plus sympathiques et les plus humains ne viennent pas toujours d'où on peut l'imaginer. Par exemple, quand j'ai monté mon label, j'étais assez remonté contre les grandes maisons de disques. J'avais à la fois de l'admiration pour les pionniers, les gens qui avaient monté en France des Barclay, des Vogue, tous ces labels-là. Mais ce que c'était devenu, ces grands groupes, ces conglomérats comme Universal, j'étais très méprisant. Et finalement, avec le temps et avec l'expérience aussi dans la pratique, avec le label, les difficultés qu'on a pu avoir, on a vu un peu, j'ai trouvé que c'était plus complexe. Et que d'ailleurs, par exemple, quelqu'un comme Pascal Nègre, par exemple, qui je pense qu'aux yeux du public personnifie le showbiz dans toute son horreur, dans la pratique, alors que j'ai jamais travaillé avec lui, je ne suis pas du tout en affaire avec lui, mais je l'ai vu se comporter vraiment de façon concrète, d'une façon à la fois beaucoup plus humaine et plus sociale que beaucoup de gens, y compris de labels, qui étaient beaucoup plus donneurs de leçons. Donc on a vraiment des surprises. Au sein de ce monde de la variété, vous vous percevez comme singulier, atypique, solitaire, ou est-ce que, d'une certaine manière, vous faites partie de la grande famille tout de même? Je me suis senti très vraiment très à part. C'était pas une volonté, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, je dirais. Je me sens pas du tout exclu, je me sens pas du tout, je suis pas du tout paranoïaque quand mes trucs ne suscitent aucun intérêt, quand même les trucs que je fais ne passent pas en radio.
Je ne me dis pas qu'il y a une conspiration à cet égard. Et en même temps, vraiment, c'est le temps aussi qui joue pour ça. J'ai rencontré des gens que j'aime beaucoup et avec lesquels j'ai beaucoup de sympathie. Donc, mais je ne me sens pas, et tant mieux, on ne m'invite pas, je ne sais pas, quand il y a des grands hommages à machin truc et tout ça, personne ne pense à moi et ça me va très bien. Ça me gênerait plus qu'autre chose. Donc voilà, mais je ne suis pas... Le danger aussi, on peut avoir tendance au bout d'un moment à vouloir prendre le contre-pied de tout. C'est-à-dire que si tout le monde écoute quelque chose, d'essayer d'écouter autre chose. Et je pense que c'est un des travers du monde dans lequel on vit, c'est que même se singulariser, c'est quelque chose déjà qui est marketé par notre société. Il y a quelqu'un qui est très intéressant là-dessus, c'est Patrice Baulon, qui a écrit des essais très très rigolos. Il en a écrit un comme ça, où il explique très bien, mais il l'a écrit il y a une douzaine d'années, qu'aujourd'hui, donc même la marginalité, même le comportement complètement en rupture est quelque chose qui est déjà prémâché par la société. Il donnait l'exemple, il disait que les personnages balzaciens sont apparus après, quand Balzac a sorti ses romans. Tout d'un coup, dans la rue, il y avait plein de personnages balzaciens. Donc cette forme le dandisme, la marginalité, c'est quelque chose dont il faut se méfier. En tout cas, moi, c'est pas du tout quelque chose que je recherche. Je cherche pas à être comme tout le monde et je cherche pas non plus à être différent. Est-ce que, justement, j'avais pourtant l'impression que ce qui peut vous caractériser principalement, c'est une aptitude permanente à la modernité, une tentation de l'évolution et que, au fond, vous recherchez des formes nouvelles plutôt que de vous habituer à une forme de classicisme. Alors ça me fait très plaisir parce que très longtemps, on m'a assimilé une forme de passéisme. Et ce passéisme, pour moi, ça me déprimait parce que une grande partie de mon énergie, justement sur la forme, en studio, c'est de me dire, à tout moment, à la fois de ne pas cacher les influences, parce que je pense que c'est la base justement de toute évolution, de tout progrès, c'est de reconnaître ces influences. Et tous les groupes, tous les musiciens qui ont fait avancer les choses, ne serait-ce que dans la pop, c'est des gens qui mettaient très en avant leurs influences. Les Stones mettaient en avant leur admiration pour les bluesmen, les Beatles pour les rockers des années 50, Bowie n'a cessé de mettre en avant toutes ces influences, et à chaque fois, ils en faisaient tous des choses totalement différentes. Et je pense que c'est très important, et si notre époque fait du surplace, non seulement en musique, mais dans le design, dans plein d'autres choses, c'est souvent quand les gens n'avouent pas leurs influences par peur que ça ne fasse pas assez moderne. Donc moi, j'ai toujours mis sur la table le plus possible mes admirations, mais du coup, on me traitait assez facilement de passéiste, alors qu'à chaque fois en studio, pour moi, la règle, c'est de se dire il faut essayer d'exprimer des choses qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas été dites de la même façon, même si souvent on se trompe, même si d'autres gens l'ont fait souvent mieux que nous, mais il faut avoir l'impression qu'on fait quelque chose qui n'a pas été fait pareil et qui n'aurait pas pu être fait de la même façon auparavant. Ce qui change beaucoup aussi là-dessus, c'est la lutherie, parce que beaucoup d'évolutions étaient dues à l'évolution des instruments. En particulier dans le rock, il y avait les synthétiseurs qui apparaissaient, il y avait telle et telle chose, et ça changeait le son. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du synthétiseur, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a un nouveau logiciel qui arrive, mais c'est pas... Donc, la pop, elle se retrouve, la pop, le rock, tout ce monde-là se retrouve exactement où en est le jazz. C'est-à-dire qu'il y a une... Très vite, à partir des années 70, le jazz a commencé à devenir une espèce de recréation souvent du passé. Quand est passée la partie un peu jazz fusion, où les gens jouaient très vite, il y a eu un retour à une espèce de classicisme, et ça peut être très bien, mais ça peut un peu être un peu ennuyeux. Et j'ai l'impression que la pop, le rock, il y a eu... chaque décennie, on avait l'impression que ça avançait, même si à chaque fois, tout le monde disait on fait du surplace dès les années 60. Les gens disaient c'est fini, on se répète. Et puis à chaque fois qu'on avait l'impression de se répéter, les choses changeaient. Mais aujourd'hui, en tout cas, je trouve que c'est très difficile de faire quelque chose de neuf parce qu'il y a un poids énorme quand même de choses magnifiques qui ont été faites. Donc ça peut être très, très inhibant, très écrasant. Et en tout cas, on ne peut pas se cacher derrière des innovations techniques parce que le numérique
les rend... c'est pas la lutherie aujourd'hui qui fait qu'il y a une nouvelle musique qui va arriver. Donc, mais en revanche, c'est peut-être la façon dont on l'appréhende. Vos admirations fondamentales, puisque vous avez évoqué ces inspirations, ce seraient lesquelles? Les inspirations, c'est la musique classique du début du XXe siècle, donc disons de Debussy à Messiaen, je dirais. Et Ravel, enfin, voilà, parce que c'est une musique, moi, qui m'éblouit, où justement je ne sens pas, même s'il y a des règles très strictes sûrement, mais je ne sens pas les procédés comme auparavant, où il y a un côté plus mathématique. Et bien sûr que chez Messiaen il existe, mais moi je ne l'entends pas. Chaque chose elle me surprend. Enfin voilà, c'est la musique donc de la première moitié du XXe siècle. Ensuite, on remonte dans le jazz des gens comme Duke Ellington, mais que j'ai découvert tardivement. Je connaissais, mais j'ai découvert il y a une quinzaine d'années des morceaux qui m'ont absolument époustouflé. Et puis ensuite, le rock des pionniers, et puis Brian Wilson, les Beach Boys, Pink Floyd, Kraftwerk, des groupes comme ça. Et puis ensuite, ça continue. Mais les choses qui m'ont vraiment influencé, c'est soit des musiques très abstraites, comme ça, très luxuriantes, comme Stravinsky, ou au contraire des choses comme les Kinks, qui sont une forme, je dirais, de réalisme fantastique. Il y a deux gens qui parlent de la vie quotidienne, mais qui la transfigurent. En général, j'ai l'impression que vous n'aimez pas en musique, et peut-être ailleurs, les structures trop apparentes. Au fond, je ne suis pas un spécialiste de cette musique du XXe siècle, mais disons qu'elle est relativement informe au sens propre. Oui, c'est affreux, mais moi, j'ai jamais écouté Mozart. On dit ça fait... Parce que j'ai l'impression, ce qui est faux, que chaque mesure, je peux imaginer ce qu'il va y avoir après. Et ça peut être très agréable, parce qu'il y a un côté, au contraire, dans la musique répétitive, ça peut être absolument formidable, mais dans la musique classique, ça me gêne. Alors que c'est faux, quand on entend Bach, il y a un côté, on a l'impression que tout est, qu'on va deviner, mais on ne devine pas tout à fait, parce que justement, et donc, finalement, je suis plus influencé par les héritiers de tout ça. C'est-à-dire que j'écoute pas Bach, mais j'écoute des gens qui ont écouté Bach. J'ai lu certains de vos entretiens et j'ai relevé que vous aviez une grande passion de la littérature. Est-ce que c'est complémentaire de votre appétence pour la musique? Est-ce que c'est quelque chose dont vous ne pourriez pas vous passer? Et quels sont vos écrivains privilégiés? Alors c'est beaucoup moins viscéral la littérature pour moi que la musique. Et d'abord, j'ai pas, comme certaines personnes, je connais des gens d'ailleurs que ça empêche d'écrire, comme pour d'autres l'amour de la musique les empêche de faire la musique. J'ai pas une espèce d'admiration de la littérature sportive parce que machin écrit bien, etc. Et je suis assez peu finalement attiré par les romans, même s'il y a des écrivains qui m'ont plus marqué, peut-être, alors vraiment sont allés dans le fantastique. Je pense à des écrivains comme Ballard ou comme Cadic. Mais après, je lis beaucoup plus d'essais, ou un écrivain qui m'a beaucoup marqué parce que justement il était au carrefour de choses qui m'intéressent, à la fois de politique et d'aventure, c'est Dominique Deroux. Mais justement, Dominique Deroux, c'est quelqu'un qui écrivait merveilleusement bien, mais qui ne se voyait pas. Il avait tellement lu, je pense, d'écrivains formidables, qu'il ne se voyait pas comme un écrivain lui-même. Il se voyait comme un éditeur qui écrivait. Mais je pense que ça l'a empêché, peut-être, d'aller aussi loin qu'il aurait voulu, parce qu'il était très intimidé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens brillants qui s'interdisent presque d'écrire parce qu'ils se disent non, mais il y a eu Flaubert, il y a eu Balzac, il y a eu... Et moi, voilà, je ne suis pas du tout dans j'ai pas la religion de la littérature comme ça. Mais j'ai eu la chance de connaître d'en connaître encore, mais je pense à quelqu'un comme Jacques-Alain Léger, qui était un ami, qui était un écrivain formidable, avec un caractère hors norme, mais c'est des rencontres qui m'ont marqué. Sans tomber dans les banalités républicaines qu'on entend trop, est-ce que vous avez une passion politique? Est-ce que vous vous sentez très profondément citoyen?
Alors le mot citoyen, évidemment, vous vous en doutez, comme il est quand même très galvaudé, il me hérisse, mais c'est vrai que je m'intéresse au monde dans lequel on vit. Donc je suis tout ça avec beaucoup d'intérêt et je dirais non pas détachement, mais une forme de, en tout cas sans sectarisme. Et donc tout m'intéresse, c'est-à-dire je lis et voilà, ça m'intéresse. Pour moi, il y a une chose qui est certaine, c'est que d'abord, je ne mélange pas du tout, enfin voilà, je m'y intéresse effectivement en tant que citoyen, entre guillemets, mais je trouve que faire par exemple des chansons à contenu politique, en général elles ne sont pas très réussies, finalement il y en a très peu, j'en vois même pas, j'en ai aucune qui me vienne en tête. En revanche, il y a eu des chansons formidables qui ont parlé de politique, mais d'une façon indirecte. Et je cite toujours certaines chansons des Kings ou des Specials, il y a eu des groupes comme ça qui ont réussi, mais non pas sur un mode d'indignation, parce que c'est quand même en général le cas. Et j'aimerais, moi, à chaque album, je me dis, je voudrais faire une chanson sur mon époque. Mais c'est très délicat, justement, de ne pas être dans l'indignation, de ne pas être non plus dans le sarcasme. Et en plus, c'est pas du tout par prudence, parce que alors ça, mais à partir du moment où on a un label, qu'on défend d'autres artistes, je trouve qu'on a, en tout cas en ce qui me concerne, je me sens un devoir de neutralité, parce que je considère que, je ne sais pas si demain je disais, tiens, j'ai entendu machin à la radio, j'ai trouvé très bien, ça engage moi, mais je ne veux pas engager les gens qui travaillent avec moi, parce qu'en général, on partage. Enfin, on s'assemble pas dans la musique autour des idées politiques. Et en plus, je ne sais pas, les amis que j'ai ont une variété d'opinions. Et c'est ça qui est amusant. Vous avez publié récemment un livre qui connaît déjà un grand succès, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? Oui, c'est la première fois que je signe un livre, mais il m'était arrivé d'écrire des préfaces, d'écrire des textes sur la musique, et j'avais pas du tout envie d'écrire ce livre. C'est un livre sur le diabète, qui s'appelle Diabétiquement Vôtre, et j'ai passé des années à me dire qu'il faudrait que quelqu'un se mette à l'eau et dise des choses qu'à mon avis on ne disait pas sur le diabète. Mais j'avais vraiment envie que quelqu'un d'autre le fasse, parce que c'est déjà une maladie, je suis diabétique, insulinodépendant depuis plus de 40 ans, et c'est une maladie assez envahissante, assez contraignante, et on n'a pas du tout envie, en général, quand on est diabétique, de s'y replonger en plus le reste de la journée. Mais il y avait un certain nombre de choses qui me semblaient mériter d'être dites, et donc je l'ai fait. Je ne voulais pas du tout parler de moi dans ce livre, et donc j'ai d'abord fait une enquête. J'ai rencontré des diabétiques, j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des gens de l'industrie pharmaceutique. J'ai raconté un peu de mon expérience personnelle, mais dans la mesure où ça permet justement aux autres diabétiques aussi de se définir, de se dire là moi aussi ça m'est arrivé, et puis dans d'autres cas pas du tout. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Je suis un peu triste parce qu'à la fois il a été très bien accueilli, mais je me rends compte qu'il faudra plus que ça pour que les choses dont je parle dans le livre changent. Et malheureusement, je pense que j'ai pas du tout voulu faire un livre de lanceur d'alerte avec tout ce que ça peut avoir de chevalier blanc, de dénonciation. J'aime pas le mot dénoncer, mais il y a un certain nombre de dysfonctionnements autour du diabète et dans le monde entier qui sont très graves. Et j'essaie de faire la lumière là-dessus dans le livre. Et comme je le dis, et malheureusement je pense que c'est vrai, en particulier les personnes qui pourraient être mises en cause par ce livre se gardent bien de réagir. Et elles pensent, elles n'ont pas forcément tort, que les choses en resteront là, parce que c'est un peu comme pour la musique, aujourd'hui il y a tellement d'informations partout. Je pense que si on dit les choses, si on les dit un peu poliment comme ça, il y a peu de chances pour que les choses évoluent, parce qu'il y a d'autres scandales, il y a d'autres choses, et donc il faut un peu de mise en scène. Votre accusation principale dans le livre, c'est laquelle ? Il y en a une qui est très... la première, c'est que les diabétiques, ce qu'on appelle le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète
qu'on appelait avant le diabète de la maturité, qui touche des personnes en général plutôt d'âge mûr et qui est souvent lié au cholestérol, à l'hypertension, à l'obésité, ce diabète-là, qu'on présente comme une épidémie mondiale avec 400 millions de malades exponentiels. Il pourrait être, dans la plupart des cas, parfaitement endigué, mais il est totalement accentué par les recommandations médicales pour la consommation de sucre lent, de sucre raffiné. Et on est en train de gaver notre société de sucre en faisant croire qu'à partir du moment où on ne mange pas de sucre blanc, tout ce qu'on mange est formidable. Donc on se gave d'hydrates de carbone et on voit la progression dans le monde entier, dans les pays émergents, où le diabète est en train de galoper. Et ce n'est pas dû à la consommation de pâtisserie, mais à celle de pain, de pâtes. Et tout ça a été quand même très, très... Et là, je ne veux pas du tout être conspirationniste, mais ça a été lié à un certain nombre, certaines formes d'agriculture, au poids des céréaliers et tout ça aussi. Donc ça, c'est un des scandales. L'autre, c'est le coût du diabète, le coût humain, parce que c'est une maladie qui tue, mais aussi le coût financier pour l'assurance maladie, pour les finances publiques. Et c'est un coût qui est absolument scandaleux, puisque certaines insulines, je pense notamment à la Lantus fabriquée par Sanofi, est vendue 50% plus cher et remboursée 50% plus cher que les autres insulines, avec une amélioration de service médical rendu qui est aujourd'hui officiellement nulle. Donc, quand on parle du scandale, quand Ségolène Royal parle du scandale du diesel, moi je trouve ça formidable, mais j'attends que Marisol Touraine en fasse autant pour l'insuline. Il y a des dizaines de milliards qui sont en jeu. Et malheureusement, c'est là où mon livre est un peu à contre-courant, c'est que ce n'est pas un livre... Des problèmes comme le diabète, on ne peut pas les regarder avec les clivages habituels, justement, libéralisme contre colbertisme, contre étatisme, parce que d'abord, on ne peut pas être totalement hostile aux industriels là-dessus, puisque les grands progrès sur le diabète sont venus des industriels. Mais en revanche, ça pose vraiment le problème de la séparation des pouvoirs entre l'État et l'entreprise. Et donc, on peut pas. Il faut que chacun soit à sa place, c'est-à-dire que les associations de malades ne soient pas comme elles le sont financées par la publicité des laboratoires pour avoir un vrai travail de contre-pouvoir, que les autorités sanitaires arbitrent justement entre les intérêts des malades et l'intérêt général et l'intérêt des industriels et doivent être au-dessus de tout ça, et malheureusement ce n'est pas le cas, et en particulier en France. Et le diabète, on ne s'en rend pas compte, mais a un poids gigantesque dans les déficits des comptes sociaux, et ça pourrait totalement changer. On pourrait gagner des milliards tous les ans en soignant mieux et différemment. Je ne suis pas en train de faire un truc de charlatan, mais en soignant à la fois en remboursant moins et mieux des choses utiles. Il y a des choses utiles qui ne sont pas remboursées et beaucoup de choses inutiles qui sont remboursées. Vous êtes toujours très discret sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale. Vous avez évoqué tout à l'heure votre épouse et je connais son grand talent. Je crois savoir que vous avez une fille. Est-ce que Bertrand Burgalat, et malheureusement c'est ma dernière question, l'homme Burgalat et l'artiste Burgalat sont-ils heureux aujourd'hui? Alors, en tout cas, je me sens moins malheureux qu'avant. Oui, je pense. C'est marrant parce que cette idée de bonheur, maintenant, c'est presque une injonction. Mais j'ai 52 ans. Je pense que je me rends compte que toute ma vie, je vais lutter à peu près à faire les mêmes choses, on doit se battre pour convaincre. Et puis en même temps, je fais quand même ce que j'ai sûrement voulu faire. Donc c'est moi qui ai créé ces situations-là. Et je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression de progresser plutôt positivement. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, c'est l'avantage d'avoir commencé plutôt... j'ai l'impression d'être plutôt dans une trajectoire positive que... Je ne parle pas professionnellement, hein, je fais plutôt du surplace, mais je me sens plutôt mieux que quand j'avais 20 ans, par exemple. Ouais. Mais parce qu'aussi, il y a des questions purement médicales qui rentrent, et ça joue.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Merci beaucoup.